ces diverses formes et dans les approches théoriques qu'il a suscitées, l'humour a, me semble-t-il, dans toutes ses manifestations, au moins un point commun. L'humour est toujours le produit de l'interférence entre au moins deux logiques ou axes de lecture dont les contradictions provoquent le rire. Ces contradictions peuvent être difficiles à analyser dans la mesure où elles reposent souvent sur une part de non-dit que le commentateur doit rendre explicite et ou sur des ambiguïtés qui ont été évoquées par Yvan, dont il faut clarifier les différents éléments de signification et les relations qu'ils entretiennent. Compte tenu de la diversité des perspectives qui peuvent exister, par exemple, selon les origines ethniques des récepteurs, l'interférence entre différents actes de lecture peut entraîner des différences d'interprétation, des malentendus, et dans certains cas des controverses, voire des litiges. Cela peut être notamment le cas face à des blagues perçues comme racistes. En pareille circonstance, l'humoriste se défend souvent en affirmant qu'il a été mal entendu, que le sens qui a été prêté à sa blague n'était pas celui qu'il avait voulu. Par quels moyens les affirmations de ce genre peuvent-elles être évaluées? Alors qu'il serait illusoire d'imaginer qu'il existe pour telle ou telle blague une interprétation objective, définitive, incontestable, les humoristes ont tout de même à leur disposition toute une palette de techniques par lesquelles ils peuvent signaler l'interprétation qu'ils souhaitent privilégier. On a vu, par exemple, deux préambules. Tu en as cité un. La blague, le sketch que l'on va voir n'est pas raciste. Un peu la même chose pour, je pense, le dernier clip de Julien. Mon propos ici est de focaliser sur une de ces techniques, une autre technique, qui consiste à mettre en scène, à la télévision, des publics ou des récepteurs modèles, dont les caractéristiques et les comportements constituent autant d'indicateurs, sinon des garants, de la signification voulue par l'humoriste. Par leur mise en scène, ces témoins modèles donnent le là à l'ensemble des téléspectateurs qui sont invités à se modeler là-dessus. Pour ce qui est des blagues qui jouent sur les différences ethniques, qui peuvent paraître racistes ou innocentes selon le regard que l'on y porte, les récepteurs modèles ont la capacité de jouer un rôle de désambiguisation. S'ils rient systématiquement aux dépenses de tel ou tel groupe ethnique absent de leur rang, cela peut conforter les accusations de racisme. Par contre, s'il y a une véritable mixité ethnique, autant parmi les groupes ciblés par les blagues que parmi les récepteurs modèles, ces accusations peuvent sembler moins bien fondées. C'est cette dynamique que je propose d'explorer à travers 3 études de cas concernant d'une part 2 professionnels de l'humour, Smaïn et Patrick Sébastien, et d'autre part un ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, humoriste à sa façon. Commençons avec un des sketchs les plus célèbres de Smaïn, où il se présente comme un beurre président. Mais oui, pourquoi pas, dit-il. Il y a déjà des camemberts présidents. Rappelons le contexte. On est en 1998. D'un côté, le Front National est en plein essor électoral en exploitant un fonds de commerce anti-arabe. De l'autre, la mode beurre bat son plein avec la consécration de Smaïn, jeune humoriste français d'origine algérienne, dans son premier one-man show à l'Olympia, qui sera retransmis par TF1. Le discours que Smaïn prononce en incarnant un beurre fraîchement élu à l'Élysée glisse constamment entre plusieurs registres, dont la juxtaposition provoque l'hilarité. Une semblance de discours solennel alterne avec des banalités quotidiennes et des poncifs politiciens vides de sens, et un hymne à la nation française
est parsemé d'expressions arabes qui peuvent se lire à un niveau comme des inepties de la part d'un orateur qui, par manque de culture et de francité, serait inapte à assumer les plus hautes fonctions de l'État, et à un autre niveau de lecture, comme les fruits du travail d'un humoriste qui se plaît à déjouer l'hypocrisie des politiciens et qui se montre hautement doué dans la maîtrise des calembours pluriculturels. En plein discours inaugural, le pseudo-président s'interrompt, comme s'il était incapable de suivre le texte préparé pour lui. En commençant, c'est ce qu'on va voir dans un instant, à lancer des clins d'œil vers la salle, et en quittant ensuite la scène pour se plonger au milieu du public, il semble abandonner tout jeu de simulacre pour s'installer dans une relation de complicité avec les spectateurs. Et puis, tout en jouant le jeu d'un artiste cherchant à mieux connaître et mieux rassembler les différents composants de son public, il pointe la distinction qui, plus que tout autre, empoisonne le débat politique et les schémas de pensée partagés par de nombreux citoyens, celle entre Français et Arabes. On peut voir la vidéo de Smaïn. Et gelé, le taux de crédit. La hausse, non, la baisse, ça va, merci trop. Bon, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, c'est bien. Hein. On a fait tous ensemble. Hein. Attends. Y a-t-il des Français dans la salle? Y a-t-il des Français dans la salle? Y a-t-il des Arabes dans la salle? Bon, allez, la lumière, s'il vous plaît. Que les Français lèvent la main droite. Que les Français lèvent la main droite. Que les Français lèvent la main gauche. Que les Arabes fouillent dans les poches. Tiens. Madame là-bas, elle applaudit comme ça. Non, rigole, madame, on rigole, madame. Je suis guignol, madame. On rigole. On rigole, ah bah oui, on rigole, ah bah non, c'est bien ça, c'est bien ça, guignol, ah bah non, c'est un imbécile ou quoi, bien sûr, on rigole. Ah, Mohamed rigole, bah voyez Mohamed rigole, bah voilà. Mohamed, rends le portefeuille, là, ça va pas. Rigole. Il y a combien? Une petite définite pour guider la soirée au plat là. C'est l'ouverture au centre, non? Tout au long de cette séquence, nous voyons la mise en scène du choc entre différentes lectures du propos de Smaïn, qui semble changer constamment de camp. Il tend d'abord la main aux Français afin de mieux les faire voler ensuite par les Arabes, après quoi il assure une Française qui aurait pris ce jeu au sérieux, qui ne fait que rigoler, une assurance apparemment minée par l'action d'un certain Mohamed, qui aurait pris à la lettre l'invitation à voler les Français, et ensuite par Smaïn lui-même, qui tout en renouvelant ses assurances, semble dévoiler sa complicité avec Mohamed en lui demandant en aparté, donc en théorie à l'insu du reste de la salle, de chiffrer les bénéfices tirés du vol. Mais en réalité, aucune de ces remarques ne se fait en aparté. Et tout le monde le sait. Car
tous les membres du public présents dans la salle, quelles que soient leurs origines ethniques, savent qu'ils vivent ensemble les virevoltes de Smaïn, qui les invite par le même titre à s'unir dans l'hilarité provoquée par une lecture au deuxième degré de l'interférence entre les stéréotypes qui peuvent à un premier degré sembler les diviser. La salle donne ainsi le là aux millions de téléspectateurs d'origine tout aussi diverses qui regardent chez eux, dans la plupart des cas, dans l'isolation de foyers mono-ethniques, la retransmission du spectacle. Nous assistons ainsi à une mise en scène des relations entre différents composants du public français et arabe que les politiciens tendent à dresser les uns contre les autres et comme semble le faire un premier niveau de lecture Smaïn, mais qui à un deuxième degré les invite tous à se ressembler dans le plaisir de se moquer des stéréotypes ethniques. Le cas de Patrick Sébastien est d'une toute autre nature. Beauf plutôt que beurre, Patrick Sébastien atteint en 1995 la seconde audience de tous les temps réalisée jusque-là, avec presque 10 millions de téléspectateurs et 52% de part de marché pour le premier numéro de nouvelle émission Osons, où un sketch très controversé lui vaudra une condamnation par la justice pour incitation à la haine raciale. Volontairement vulgaire et provocatrice, par contraste avec l'ambiance bon enfant et fédératrice privilégiée par Smaïn, Osons est caractérisé dans le clip que l'on va voir par un montage très particulier. Contrairement au spectacle de Smaïn où l'humoriste réunit en direct, sous le même toit, des spectateurs d'origines diverses qui partagent avec lui un moment de gaieté, Osons procède d'une manière parcellaire, en nous donnant à voir un sketch préenregistré devant un public témoin, composé notamment, sinon exclusivement, de jeunes partisans du Front National, qui sera ensuite visionné chez lui, dans le confort de son fauteuil à la maison, par le leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui joue ainsi le rôle d'un deuxième public témoin, avec l'accord duquel son visionnage du sketch et ses réactions seront enregistrés par les caméras de TF1 et retransmis au foyer des 10 millions de téléspectateurs qui constituent, pour ainsi dire, le public final. Le sketch tourne autour du pastiche, ou peut-être de la parodie, d'un titre de Patrick Bruel, Casser la voix, transformé en une chanson ouvertement raciste, Casser du noir, interprété par un Patrick Sébastien grimé en Jean-Marie Le Pen, qui invite la foule enthousiaste, présente sur le plateau, le briquet à la main, à mettre le feu aux immigrés. L'émission Osons provoquera une tempête médiatique qui aujourd'hui encore le fait enrager. Vous avez vécu un cauchemar professionnel et personnel au moment de l'émission Osons et du fameux sketch Casser du noir. C'est pas un cauchemar, c'est une saloperie immonde. Aujourd'hui, on est chez M. Le Pen. Cette séquence jamais vue depuis, la voilà. C'est un imitateur fait quelque chose sur vous de caricatural. Vous êtes filmé pendant que vous les regardez. Et puis, d'habitude, vous avez la caricature, et puis vous n'avez plus que le bruit de la vaisselle pour aller vous consoler. Là, vous avez le droit de répondre. C'est très bien. Les bronzés, les marrons, Monteler et qui restent, qui vous prennent pour des cons, et puis qui vous détestent. Les magasins brûlés à la moindre colère, entre des jeunes usés et des vieux qui laissent faire. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et ces salauds qui veulent la couleur de l'amour, et les journaux
je trouve ça très marrant. Mais je regrette que mon personnel ne soit pas là, parce que mon maître d'hôtel et ma femme de chambre qui travaillent avec moi depuis 10 ans sont des noirs. Ça les aura beaucoup amusés. Le Parisien publie une page blanche pour appeler au boycott. Donc, loin d'être perturbé par l'image de lui, fournie dans l'imitation faite par Patrick Sébastien, Jean-Marie Le Pen rit avec beaucoup de gaieté en affirmant que le sketch est très amusant. Mais de quoi rit-il? Prend-il plaisir à voir, apparemment cautionné par la foule, le discours raciste de son sosie? Accepte-t-il en bon enfant d'être caricaturé et d'une certaine manière critiqué par son imitateur, ou participe-t-il à un exercice purement ludique où rien n'est à prendre au sérieux et personne ne veut faire de mal à qui que ce soit? C'est apparemment cette dernière interprétation que Le Pen cherche à faire accréditer en inventant un troisième public modèle, son personnel de service noir, absent de l'écran, mais qui, selon ses dires, aurait trouvé le sketch très marrant s'il l'avait vu. Ce public virtuel constituait la preuve non seulement que le jeu de Patrick Sébastien est inoffensif aux Noirs, mais aussi que ceux-ci acceptent volontairement le rôle subalterne qui leur est attribué, non seulement dans la hiérarchie du personnel travaillant sous les ordres de Le Pen, mais aussi dans le discours public du leader frontiste, qui, rappelons-le, est déjà, en 1995, un multirécidiviste de blagues et d'autres remarques à caractère raciste et antisémite ayant entraîné sa condamnation par la justice. Mais dans la réalité, le public alibi, au nom duquel Le Pen s'autorise à parler, et plus globalement, les populations minoritaires qui sont les victimes du chansonnier Sébastien Le Pen, brillent par leur absence tout au long de l'émission. Le premier public témoin qui rejoint Sébastien Le Pen en chantant en unisson sa volonté de casser du noir est entièrement blanc. Idem pour le deuxième public témoin composé de Le Pen et d'un collaborateur de Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon, qui rient ensemble en écoutant la voix du maître Sébastien Le Pen. C'est vrai que des gros plans passagers de t-shirts portant le logo du FN et d'un skinhead enragé peuvent aliéner certains téléspectateurs. La majorité des plans du public entourant le chansonnier nous donnent à voir de jolis visages, notamment de femmes, tout en sourire, ou plus simplement des vagues de mains levées pouvant appartenir, semble-t-il, à tout un chacun à condition d'être blanc, émouvant un rythme comme signe d'approbation de la chanson, comme à n'importe quel concert de rock tout à fait banal. La distinction entre les partisans du FN et le reste de la population semble ainsi être effacée, avec la seule exception des gens de couleur à qui ne revient aucun droit de participation, sauf comme cible de la violence prônée dans la chanson de Sébastien Le Pen. Le lendemain de l'émission, les critiques ont été pratiquement unanimes à dénoncer la vulgarité de Patrick Sébastien et l'irresponsabilité avec laquelle il a abordé des sujets aussi sensibles que le racisme. Sur quoi Patrick Sébastien se déclare être la victime d'une, et je cite, une pseudo-élite intellectuelle, face à laquelle le français moyen n'a plus le droit d'ouvrir sa gueule. Fin de citation. Poursuivi devant la justice par le MRAP et la LICRA, Patrick Sébastien nie toute intention raciste et insiste que son sketch a été mal compris. Selon lui, la condamnation prononcée contre lui aurait été basée sur une lecture superficielle de l'émission qui aurait manqué de saisir le deuxième degré voulu par l'humoriste. Mais cette argumentation paraît peu convaincante, dans la mesure où les juges sembleraient appartenir à ces mêmes élites intellectuelles
contre lesquels Patrick Sébastien ne cesse de pester au profit de l'homme de la rue, il est difficile de croire que ces élites seraient incapables de saisir un deuxième degré si l'émission avait comporté des éléments invitant à une lecture de ce type. Or, pour le tribunal correctionnel de Paris, le problème est diamétralement le contraire de cela. Je cite le jugement du tribunal. Le public, composé à 7 heures d'écoute de téléspectateurs aux profils variés, notamment d'adolescents, ne comprend pas qu'il est invité à se moquer des racistes et à railler et rejeter le comportement. Fin de citation. Si tel est le cas, c'est en partie parce que l'émission manque d'éléments tendant à susciter une lecture au deuxième degré, alors que tout est fait au contraire, notamment au niveau des publics témoins, pour créer une atmosphère de complaisance avec Le Pen. Lorsque, après le visionnage du sketch et des commentaires de Le Pen, Patrick Sébastien réapparaît sur le plateau avec des invités, un de ceux-ci, Carl Zero, présentateur à Canal+, demande à l'humoriste s'il n'a pas plutôt servi la soupe au leader frontiste. C'est le seul moment dans toute l'émission où un participant exprime passagèrement une certaine réticence devant la complaisance avec Le Pen, qui semble régner partout ailleurs dans l'émission. Sans répondre directement à la question, Patrick Sébastien affirme l'importance de donner, et je cite, de donner la parole à des gens à qui on ne la donne pas. Drôle de réponse qui, loin d'inviter une lecture au deuxième degré, par exemple, à partir de la perspective des victimes du racisme, rarement entendues de l'espace public et à qui aucun droit de parole n'est accordé dans l'émission, c'est une réponse qui semble légitimer le droit dont se réclame fameusement Jean-Marie Le Pen de dire tout haut ce que, selon lui, les Français pensent tout bas. C'est cette volonté d'accorder une plateforme à Le Pen qui est explicitement confirmée par la manière dont la règle du jeu est expliquée, on vient de voir ça dans le clip, par Olivier de Kersauzon avant d'écouter le sketch. Après quoi, selon Olivier de Kersauzon, Le Pen aura le droit de répondre. Pas de question de passer à un deuxième niveau de lecture. En soumettant Le Pen à des critiques, voire des questionnements hostiles. Le leader frontiste jouait d'une liberté de parole dans sa réponse face à laquelle on constate non seulement l'absence de toute critique, mais au contraire les signes d'une véritable complaisance entre Le Pen et Olivier de Kersauzon, qui semblent tous les deux tout à fait à l'aise en riant ensemble. Dans ces conditions, comment comprendre les protestations de Patrick Sébastien, qui crie haut et fort qui n'est pas raciste? Bon, si cela me paraît concevable, l'irresponsabilité de son émission, qui tend vers ce qu'Alain Raymond a appelé une complicité objective avec Le Pen, me paraît par contre indéniable. Cette complaisance avec Le Pen semble avoir été voulue par l'animateur opposant, non pas pour des raisons idéologiques ou politiques, mais dans une logique commerciale, qui consiste à maximaliser l'audience en jouant sur le choc. Ce principe clairement annoncé dans le titre de l'émission et dans la campagne de publicité qui a précédé la diffusion du premier numéro consiste à accaparer l'attention du public en osant faire ce que d'autres professionnels s'abstiennent de faire. Le Pen, jusque-là, on est en 1995, très souvent présent dans les émissions d'actualité, où il est souvent critiqué, est jugé infréquentable par les animateurs des émissions de divertissement. En rampant avec ce cordon sanitaire, en invitant sur le plateau d'Ozon le leader frontiste à paraître dans une ambiance de véritable complaisance, Patrick Sébastien vise délibérément à créer l'événement
afin de mieux gonfler son audience. Si l'objectif essentiellement commercial n'est pas de répandre le racisme, un tel effet ne semble nullement gêner l'animateur de l'émission, aux yeux de qui la taille de l'audience prime sur toute autre considération au point de sembler lui apporter une sorte d'invulnérabilité. Je cite une remarque de Patrick Sébastien tenue à ce moment. Au-delà de 50% d'audience, je ne crains rien ni personne. En fait, il a eu tort puisque l'émission a été arrêtée après le 3e numéro, mais c'est une autre histoire. Je passe au dernier exemple. Tout comme le cas de Patrick Sébastien, celui de Brice Hortefeux sera porté devant la justice. Mais il est structuré tout autrement. Là où l'humoriste professionnel cherche à maximaliser son audience, les propos du ministre de l'Intérieur sont formulés sur la présomption de l'absence du public. En septembre 2009, l'UMP tient son université d'été à Seignos, dans les Landes. Après un débat, Brice Hortefeux, aux côtés de Jean-François Copé, emprunte une allée pour aller se baigner. Les deux hommes trouvent sur le chemin un groupe de militants avec lesquels ils causent passagèrement et dont l'un exprime le souhait d'être pris en photo avec ces deux ténors de l'UMP. Et il s'ensuit l'échange suivant. Il faudrait, si tu peux hausser un peu le son, parce qu'il faut vraiment... Jamais un truc, il est auvergnat. Il est auvergnat. C'est un drame. Ben, c'est pas grave. Non, continue. Mais tu peux... C'est un drame. Mais je me mets N'oubliez jamais un truc, il est auvergnat. Il est auvergnat. C'est un drame. C'est un drame. Enfin, bon, je fais une exception. Mais je me mets entre les deux. Ouais, parce que moi, il n'y a aucun problème. C'est très facile. Oh, Amine, bravo. Amine, ça, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Non, non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Lui, il parle arabe. Ne vous laissez pas impressionner. C'est des socialistes à tout fait. Ça ne correspond pas du tout au prototype. Non, c'est pas du tout ça. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Allez, bon courage. Merci. Donc, évidemment, on n'entend pas très clairement. Ben, oui, mais je vais quand même afficher le texte. Tu peux passer donc, revenir au PowerPoint. Et voilà, donc un peu plus loin. Le prochain. Voilà, donc ça c'est le début. Hein. Je vous laisse voir un petit peu. On commence à évoquer les Auvergnats. Et puis on passe ensuite vraiment à l'arabe. Hein. Voilà. Donc, est-ce que si tu reviens, est-ce que c'est encore visible ou pas? D'accord. Donc il faut passer au suivant. Très bien. Donc, on voit qu'au début, ce sont les origines auvergnates de Hortefeux hein, qui sont évoquées. Mais lorsque les origines du jeune militant sont évoquées, c'est tout de suite ces origines arabes hein, qui sont explicitement en jeu, avec des propos désobligeantes si on ne les entend pas à un deuxième degré. Hein. Amine, oui, c'est ça l'intégration. Amine, franchement, Hortefeux, il est beaucoup plus grand que nous, en plus. Qui est ce nous? Ensuite, continue. Oui. Et puis, on voit un autre participant. Lui, il parle arabe. Rire de l'Assemblée. Copé, ne vous laissez pas impressionner, ce sont des socialistes infiltrés. C'est pas mal de la part de Copé. Une participante, il est catholique, il mange du cochon et il boit de la bière. Brice Hortefeux, ah, mais ça ne va pas du tout. Il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas tout ça. C'est notre petit arabe, dit une participante, sur quoi
Hortefeux enchaîne, bon, tant mieux. Il en faut toujours un, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a beaucoup, il y a des problèmes. Allez, bon courage. Bon. Donc ça, c'est l'échange qui s'est produit. Alors, les participants à cet échange semblent avoir eu le sentiment d'être entre eux, à l'écart des rencontres publiques et à l'abri des médias. La spontanéité est telle que personne ne cherche à construire un public témoin dans l'objectif de démontrer à un public extérieur le sens qu'il faudrait attribuer à cet échange. Mais une équipe, tu peux passer au suivant, une équipe de Public Sénat que l'on voit derrière Hortefeux, hein, mais peu visible, est présent. Filme la scène qui sera rapidement mise en ligne sur lemonde.fr et ensuite sur Dailymotion, où elle sera regardée par plus d'1 million de personnes. Face à une avalanche d'accusations de racisme portées contre Brice Hortefeux, des responsables de l'UMP se hâtent d'inventer après coup un public alibi pour dédouaner le ministre. Ce public alibi, à première vue beaucoup plus solide que les Noirs purement virtuels au nom desquels Le Pen se dédouane, ce public alibi n'est autre que la victime des propos incriminés. Ce jeune militant de l'UMP, Amine Benalia Brouche. Interrogé sur la controverse engendrée par la mise en ligne de cet échange, Benalia Brouche affirme que les propos du ministre concernaient les Auvergnats et pas du tout les Arabes. Mais le jeune homme affirmera plus tard avoir subi des pressions pour intervenir dans ce sens. Né à Dax d'un père algérien et d'une mère portugaise, Benalia Brouche n'a aucune ascendance ou appartenance auvergnate. Selon ses dires ultérieurs, lorsque l'affaire s'est éclatée, un communiqué de complaisance lui a été dicté par la secrétaire départementale de l'UMP des Landes, qui a inventé l'idée selon laquelle les propos de Brice Hortefeux concernaient les Auvergnats et non les Arabes. Et un autre responsable du parti a incité le jeune homme à poster sur YouTube une vidéo dédouanant le ministre. Une parodie de cette vidéo postée par un journaliste du Monde.fr provoquera des commentaires violemment hostiles à Benalia Brouche, y compris des menaces de mort, qui en septembre 2011, et ces propos violents vaudront à 5 internautes d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Dax pour injure publique à caractère racial. Poursuivi pour le même motif par le MAP, Brice Hortefeux est condamné par le tribunal correctionnel de Paris en juin 2010, avant d'être relaxé en appel l'année suivante. Le jugement de 2010 avait trouvé que les propos du ministre étaient outrageants et stigmatisants envers les Arabes et par le même titre racistes, mais comme le tribunal a jugé que ces propos n'étaient pas destinés à être entendus par le public, il a requalifié le délire d'injure publique et raciale, allégué par le MRAP, en simple contravention pour injure raciale non publique. En 2011, tout en confirmant le caractère raciste des propos tenus par Brice Hortefeux, la Cour d'appel trouve que la plainte du MRAP est tout simplement irrecevable, puisque la loi ne permet pas à une association d'engager des poursuites pour injure raciale quand les propos incriminés sont énoncés dans un cadre non public. D'où la relaction d'Hortefeux sur un point de procédure qui sera confirmé par la Cour de cassation en 2012. Entre-temps, après avoir cherché en vain des excuses en privé de la part de Brice Hortefeux, Benalia Brouche a claqué la porte de l'UMP en dénonçant une dérive vers des idées de l'extrême droite pour des buts électoralistes, dont témoigne à ses yeux le débat sur l'identité nationale, la loi interdisant le port de la burqa, la stigmatisation des Roms. Cette interprétation de la face publique de l'UMP concorde avec ce que Benalia Brouche et d'autres ont vécu dans les coulisses du parti et de son action gouvernementale. Brice Hortefeux n'est en effet pas à sa première blague
douteuse sur les Arabes. Azouz Begag, qui avait été ministre à ses côtés entre 2005 et 2007, affirme avoir subi des propos et gestes racistes de la part de Brice Hortefeux à l'Assemblée nationale et même au Conseil des ministres. Un journaliste du Monde, Mustapha Kessous, a évoqué un incident similaire dans le bureau ministériel de Brice Hortefeux en 2008. L'année suivante, en présentant ses secrétaires d'État, Brice Hortefeux le juge pertinent de préciser que Fadela Amera est une compatriote, car à son sens, et je cite, ce n'est pas forcément évident. Interrogé sur ses propos, Fadela Amera dédouanera le ministre, son ministre du tutelle, en assurant qu'il s'agissait d'une référence aux origines auvergnates qu'il partage en fait. Mais la tentative de recycler la notion d'une complicité auvergnate lors de l'incident impliquant Penel et Abrouche est évidemment peu convaincante. Je pense que le temps presse un peu, donc je saute un petit peu sur d'autres éléments que j'aurais ajoutés sur le cas de Brice Hortefeux pour arriver à 2 mots en guise de conclusion. Exactement. C'est littéralement 2 mots. Pour comprendre la portée des blagues jouant sur les stéréotypes racistes, les exemples que l'on vient de voir démontrent l'importance de prendre en compte le ou les publics, virtuels ou réels, auxquels elles semblent s'adresser. Et c'est précisément à cela que pensait Pierre Desproges lorsque, dans un mot devenu ensuite très célèbre, en affirmant sa détestation de Jean-Marie Le Pen, Pierre Desproges a déclaré « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ».